Notre ordre du jour rappelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2022. Dans la suite de la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 19. Nous allons donc examiner l'article d'équilibre et l'État sur les voies et moyens. Monsieur le ministre, c'est un amendement présenté par le gouvernement et je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, nous avons ensemble examiné la première partie du projet de loi de finances pour 2022. Un certain nombre de votes sont intervenus et comme à l'accoutumée, le gouvernement présente un amendement d'équilibre pour tenir compte des votes intervenus et actés par votre Assemblée. Le présent amendement a deux objets que je vais détailler. Le premier est de relever la prévision de recettes pour 2022 de 1,9 milliard d'euros, et ce en cohérence avec l'actualisation du scénario macroéconomique, et enfin traduire dans le tableau d'équilibre l'incidence des votes intervenus au cours de la discussion de la première partie. Par ces différents votes, votre Assemblée a dégradé les ressources de l'État de 2,8 milliards. Donc, premier point de cet amendement, les ressources de l'État s'améliorent de 1,9 milliard d'euros pour tenir compte de la révision à la hausse des hypothèses macroéconomiques du PLF et de plusieurs informations nouvelles. J'avais annoncé en début de discussion que le gouvernement envisageait de modifier les hypothèses macroéconomiques et conformément à l'article 16 de la loi organique de 2012, nous avons saisi le Haut Conseil des finances publiques pour lui soumettre ces nouvelles hypothèses. Celui-ci a rendu son avis le 3 novembre, ce qui nous a permis d'actualiser l'article liminaire à l'Assemblée nationale, mais pas l'État pour des raisons de procédure. C'est désormais chose faite si vous souhaitez ainsi en délibérer. Les recettes fiscales sont majorées d'1 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros sur l'impôt sur les sociétés et 1,1 milliard d'euros sur la TVA. Et ces hausses sont partiellement compensées à hauteur de 600 millions d'euros pour l'actualisation à la baisse d'autres taxes intérieures de consommation, ainsi que l'actualisation du taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. D'autre part, les recettes non fiscales sont majorées de 900 millions d'euros pour prendre en compte de nouvelles informations, la hausse des recettes relatives aux participations de l'État pour 600 millions et le remboursement du trop perçu par IDFM, initialement prévu en 2021, pour 300 millions d'euros. Ensuite, les votes intervenus lors de l'examen de la première partie au sein de votre Assemblée ont eu pour conséquence de dégrader les recettes de 2,8 milliards d'euros. Les recettes fiscales brutes semblent minorées de 100 millions d'euros pour tirer conséquence sur les recettes de la TVA de la création d'un taux réduit de 5,5% sur la margarine. Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités sont majorés de 2,7 milliards, principalement au titre d'amendements visant à verser le FCTVA de manière anticipée, c'est l'amendement de M. Delcros, en remplaçant le régime de droit commun N+2 par un régime de versement N+1 pour un coût d'1,7 milliard, et la création de deux nouveaux prélèvements sur recettes, l'un au bénéfice des communes, des EPCI à fiscalité propre et des départements confrontés à la CVAE pour 482 millions d'euros, c'est un amendement de M. le rapporteur, et l'autre pour augmenter la DETR finançant la défense extérieure contre l'incendie, respectivement à hauteur pour un montant de 400 millions d'euros. C'est un amendement du sénateur Maurey. En conclusion, et à l'issue de l'examen de la première partie, le solde de l'État serait dégradé de 900 millions d'euros et s'élèverait à 156,1 milliards d'euros de déficit. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors comme souvent, lorsque le gouvernement chiffre pour l'article d'équilibre, il reste des zones de différence ou de désaccord. À l'exemple, ce qui n'est pas mince, de recettes supplémentaires que nous avons proposées en adoptant l'amendement sur les CumEx Files qui finalement vise à faire échec à des opérations d'arbitrage et de dividendes. On l'a estimé en estimation basse ou minimale à 1 milliard d'euros. Il manque un certain nombre d'estimations, notamment sur des recettes de TVA, mais il y a par contre une estimation, Monsieur le Ministre, je vous la signale quand même, effectivement l'amendement sur le FCTVA. L'an passé, vos services avaient estimé son coût à 2,7 milliards annuels. Et là, je ne sais pas s'il y a une déflation exceptionnelle, mais il y a une estimation à 1,7 milliard, excusez du peu. Enfin, ce sont finalement tous des éléments qui me conduisent, en tous les cas, à rendre un avis négatif. Monsieur le ministre, vous vouliez éclairer le rapporteur général
et le Sénat. Tenter en tout cas, Monsieur le Président. Simplement sur le FCTVA et l'amendement de Monsieur Delcros que nous chiffrons à 1,7 milliard, c'est un amendement qui vise à passer de N2 à N1 en régime commun, qui l'année passée était effectivement estimé à 2,7 milliards, s'il avait été adopté l'année dernière, il aurait constitué à rembourser le FTVA réalisé sur les investissements de 2019, année élevée. Là, s'il est adopté, et s'il était adopté de manière définitive, c'est un avancement du remboursement des investissements de 2020 qui est à un niveau moins élevé. D'où l'explication de cette différence d'1 milliard. Bien, nous avons entendu l'avis défavorable de la commission. Explication de vote, Monsieur Delahaye. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste une observation complémentaire à celle du rapporteur concernant les oublis entre guillemets du gouvernement, parce que j'ai l'impression que ce qui est pris, c'est plutôt pris à charge par rapport au Sénat. C'est-à-dire qu'on montre que le Sénat dégrade le solde à travers ses amendements, alors qu'on a des amendements qui améliorent le solde et qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement. Le rapporteur en a cité, et nous, avec Sylvie Vermeillet, qui avait déposé un amendement et qui a été adopté sur l'impôt sur la fortune, qui était étendu à tout ce qui était improductif. Et cet amendement devrait améliorer sensiblement le solde. Alors je ne comprends pas trop pourquoi le gouvernement ne chiffre pas aussi ce qui améliore le solde et qui laisse à penser que le Sénat est plus dépensier qu'économe. Collègue Arnaud Bazin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. L'article d'équilibre retrace l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, comme le dirait notre excellent collègue Vincent Delahaye, entre les recettes et les dépenses budgétaires. Le déficit budgétaire de l'État s'établissait, selon le projet de loi de finances initial, à un niveau de 143,4 milliards d'euros, financé par un emprunt de 260 milliards d'euros. Lors de l'examen par l'Assemblée nationale, la prévision de déficit a été aggravée de 12 milliards d'euros supplémentaires pour atteindre 155,1 milliards d'euros. Cela est dû notamment à l'avalanche de nouvelles mesures annoncées depuis 3 mois, autant de chèques en bois distribués à toutes les catégories de Français à quelques mois de l'élection présidentielle. Pourtant, Emmanuel Macron ne déclarait-il pas en 2018 qu'il n'y a pas d'argent magique ? Certes, la crise a nécessité d'augmenter des dépenses pour répondre à l'urgence et relancer notre économie. Nous avons voté ces dépenses. Pour autant, dans le budget que nous examinons aujourd'hui, il s'agit avant tout de dépenses ordinaires qui ne sont pas liées à la crise. Pourtant, Monsieur le Ministre, vous aviez déclaré en janvier 2021 qu'il fallait, je vous cite, que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte. Vous aviez même ajouté que le niveau de dépenses que nous connaissons aujourd'hui n'est pas soutenable dans le temps. Ce que nous savons tous. Bruno Le Maire, en août 2021, avait lui aussi déclaré, je le cite, « Le quoi qu'il en coûte, c'est fini ». Eh bien, depuis cette déclaration, ce ne sont pas moins de 40 nouvelles dépenses qui ont été annoncées pour un coût de 25 milliards d'euros en 2022 et qui, pour un grand nombre, vont impacter également le quinquennat suivant parce qu'elles sont pluriannuelles ou pérennes. N'ayant pas la possibilité technique, ni même juridique, d'établir un contre-budget, nous ne pouvons pas de manière responsable cautionner une telle dérive de dépenses qui ne fait qu'accroître encore davantage le déséquilibre budgétaire et accroître notre endettement à l'heure où les taux d'intérêt pourraient remonter. Comme en outre, et ça a été rappelé par le rapporteur général et Vincent Delahaye, cet article d'équilibre ignore sciemment les mesures votées par le Sénat qui améliorent pour le coup l'équilibre, le groupe Les Républicains votera contre cet article. Je pense que ça vaut explication sur l'amendement. D'autres demandes d'explication de vote sur cet amendement? Il n'y a pas d'autres demandes. Je vais donc soumettre au vote cet amendement présenté par le gouvernement. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire? Abstention? Il n'est pas adopté. Nous allons passer maintenant au vote sur l'article d'équilibre. Je vais mettre aux voix l'article d'équilibre ainsi que l'état A qui est annexé
Y a-t-il des observations préalables, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission? Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on arrive à cet instant à un moment charnière, qui est l'article du vote d'équilibre. Cette clé de voûte du budget, puisque finalement, il retrace les conditions d'équilibre en autorisant un niveau global de dépenses pour y parvenir et puis, bien sûr, en prévoyant les modalités de financement. Dans ce projet de loi de finances, il y avait finalement assez peu de mesures en termes de recettes, si j'exclus le bouclier fiscal qui a été introduit à l'Assemblée nationale en réaction à la hausse des prix de l'énergie. Le budget que vous nous proposez, monsieur le ministre, n'est pas, je dois le dire, seulement le résultat qui tire les conséquences de la crise sanitaire et économique que la France a traversée, mais il trace également des choix discutables et contestables de la part du gouvernement, et je voulais le rappeler. Parce qu'un certain nombre de recettes supplémentaires liées à l'embellie économique, à la croissance économique plus forte que prévu, ne sont pas fléchés vers le début d'un désendettement que la France doit engager. Et même les dépenses primaires des administrations publiques, et plus particulièrement les dépenses pilotables de l'État, hors mesures d'urgence et de relance, et je vous l'ai déjà dit, ne sont pas maîtrisées. Alors finalement, on devait avoir la fin de la politique du « quoi qu'il en coûte », vous l'aviez vous-même dit en janvier de cette année, mais on est passé... On a finalement sauté l'obstacle et on est entré dans un budget de campagne avec de nombreuses mesures nouvelles arrivées par voie d'amendement à l'Assemblée nationale à l'issue d'un certain nombre d'annonces gouvernementales au gré des déplacements ministériels. Le plus important étant le plan France 2030 avec plus de 34 milliards d'euros. Raison pour laquelle, mes chers collègues, devant cette dérive, je ne souhaite pas, en tous les cas, adopter cet article parce qu'il fixe des recettes que d'autres devront mettre en œuvre par d'autres budgets. C'est un budget qui hypothèque l'avenir et je me refuse à cautionner une telle décision et le choix que vous nous proposez. Monsieur le ministre. Trois éléments de réponse, si vous me le permettez, Monsieur le Président, et que je vais livrer au Sénat avec le même esprit que celui qui a présidé à tous nos débats, puisque nous sommes, Monsieur le rapporteur l'a dit, dans un moment particulier, avec un vote sur un article d'équilibre et dans un instant un vote solennel, par scrutin public, sur la première partie, et moment qui, par son ambiance apparente, tranche avec la sérénité des débats que nous avons eus jusqu'à présent. Trois éléments de réponse. Le premier concernant la question du « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte » est terminé. Et il est terminé car nous avons mis fin aux mesures d'urgence et je forme le vœu devant vous que la situation sanitaire reste suffisamment maîtrisée pour que nous n'ayons pas collectivement à réactiver des dispositifs d'urgence particulièrement coûteux, mais aussi particulièrement utiles. Tout le monde en a convenu et d'ailleurs tout le monde les a votés. Ça, c'est la première chose et nous veillons à ce que les dépenses dites ordinaires soient les plus maîtrisées possibles. Deuxième élément que je veux souligner, le fait que cet article 25, article d'équilibre, intègre à la fois par l'amendement que j'ai présenté et que vous avez rejeté, mais on va dire que dans son esprit, il intègre la totalité des recettes nouvelles telles qu'enregistrées par l'État au gré de l'amélioration de la situation économique dont tout le monde veut se féliciter. Et je souligne, pardonnez-moi cette première malice, que cet article 25 n'est finalement rien d'autre que la synthèse de tous les articles du PLF que le Sénat a voté jusqu'à présent. Et peut-être que le Sénat votera contre cet article d'équilibre, mais ça reste un article de synthèse des articles que vous avez votés au cours des 3 derniers jours. Et enfin, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, pour cette deuxième malice, mais vous reprochez au gouvernement une dérive des recettes, une dérive des dépenses, pardonnez-moi. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai lutté pied à pied, notamment contre les amendements du groupe LR à l'Assemblée qui nous avaient proposé d'augmenter les dépenses de 25 milliards d'euros. Merci. Demande d'explication de vote sur cet article d'équilibre. Monsieur Bachere, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans l'article d'équilibre, il y a une chose qui est importante, et ça va être la première fois, Monsieur le Ministre, dans l'histoire. 50% de nos recettes, ce sera de l'emprunt. Mes chers collègues, quand 50% de nos recettes
pour financer ces dépenses. C'est de l'emprunt. Ça veut dire que ce que nous prélevons, les prélèvements obligatoires, les autres recettes, c'est juste équivalent à ce que l'on emprunte en une année. C'est du jamais vu. Et voilà pourquoi ce n'est pas un article d'équilibre. Monsieur Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Le constat est sans appel. La majorité sénatoriale a décidé de saboter l'examen de la seconde partie, la réduisant à peau de chagrin. Nous venons d'examiner la première partie du budget et en refusant d'adopter l'article d'équilibre, nous pourrons discuter de la deuxième partie sur la répartition des crédits. Autrement dit, le Sénat n'examinera pas le budget dans son intégralité. Je dois le dire que jusqu'à aujourd'hui, il me semblait impensable d'examiner les recettes d'un budget sans pouvoir débattre de ses dépenses. Cela me semble manquer d'audace avec une incohérence déconcertante. Vous n'avez cessé de dire que ce budget était incomplet. Or, aujourd'hui, il l'est. Mais je m'interroge, que pensez-vous de la répartition des crédits ? Quelles économies feriez-vous ? Quelles seraient vos propositions d'ajustement ? En choisissant une telle stratégie, vous choisissez en réalité la facilité. Vous vous privez de modifications qui auraient pu être pertinentes. Vous nous privez d'ajuster les dépenses de ce budget. Vous privez tout simplement notre Assemblée de débattre en séance publique. En l'absence de position, vous nous ferez par conséquent aucune proposition sur les dépenses, sans parler de votre silence ahurissant lors de l'examen de la première partie. Le groupe RDPI donc regrette cette manœuvre stérile qui affaiblit le débat parlementaire et par la même occasion l'image du Sénat dans un contexte de défiance que nous connaissons envers les élus politiques qui appelle à mon avis davantage de sérieux et de responsabilité. D'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois point. Je vais donc soumettre au vote cet article d'équilibre. Nous avons entendu l'avis du rapporteur général. Ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Avis contraire? Abstention? Mais oui. Monsieur Rambaud, je vous promets, j'ai intégré le vote de votre groupe. Donc c'est clair. Hein? Bien sûr que nous le comptabilisons comme tel. Il est donc rejeté. Mes chers collègues, avant de passer au vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui me l'ont demandé pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation des débats, qui a été décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de 5 minutes pour les explications de vote, à raison d'un orateur par groupe. Je vais donner la parole pour 3 minutes à Madame Benbassa pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le PLF intervient une nouvelle fois dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Il est difficile d'envisager un avenir serein dans ce paysage incertain. La situation ne permet pas encore d'entrevoir une quelconque sortie de crise. Si le Haut Conseil des finances publiques se dit lui-même incapable de rendre un avis sur ce budget, comment voulez-vous que nous le fassions ? Nous avons suivi assidûment les prises de parole du chef de l'État et de son gouvernement. Nous nous sommes réjouis de l'intérêt accordé pour les jeunes, pour les indépendants, pour Marseille,
pour la police, mais nous avons été aussi surpris par ce plan d'investissement faramineux de 34 milliards d'euros, dont 3,5 milliards pour l'année 2022. Surtout que ces mesures ne sont pas toutes intégrées au budget ou l'ont été tardivement par voie d'amendement. Par exemple, le plan Finance 2030 est apparu sous la forme d'un amendement qualifié comme le plus cher de la Ve République. Face à un texte qui manque de clarté et un budget à trous, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces mesures de façon juste et pleinement éclairée. Nous exigeons de la transparence. Nous ne pouvons pas jouer avec l'argent des Français. Ces derniers s'inquiètent de jour en jour de la diminution de leur pouvoir d'achat. La pauvreté ne cesse de gagner du terrain en France, malgré une reprise économique que je ne conteste pas. Nous n'aurions pas été contre plus de justice sociale, plus de justice fiscale et plus de justice écologique. Nous n'aurions pas été contre une meilleure attribution des crédits sur l'emploi, sur l'aide alimentaire et sur l'hôpital public. Soignants comme enseignants démissionnent faute de considération pour leur travail et d'augmentation de leur salaire. Quelles sont les véritables mesures pour pallier leur désespoir ? Nous souhaitons des solutions concrètes et pérennes sur la hausse des prix de l'énergie, sur l'urgence environnementale et le développement des énergies renouvelables. Nous ne voulons pas de réponses ponctuelles prises dans l'urgence à des problèmes qui vont perdurer. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Rémi Féraud pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et il a 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce n'est un mystère pour personne. La majorité sénatoriale va rejeter la première partie de ce projet de loi de finances et ainsi empêcher l'examen du volet consacré aux dépenses. Nous partageons le constat que le gouvernement ne respecte pas le Parlement en introduisant des milliards d'euros de crédits par voie d'amendement après l'adoption de son projet à trous en Conseil des ministres. Le Haut Conseil des finances publiques l'a fermement dénoncé en septembre. Mais si je comprends bien, et simplement parce qu'elle s'oppose par principe à la partie dépenses, la majorité sénatoriale va rejeter les recettes dont elle a approuvé tous les articles après les avoir parfois elle-même modifiés. Où est la logique, chers collègues ? Ces derniers jours, j'ai entendu la droite s'élever contre l'absence d'économies réalisées dans ce budget. Quel dommage dans ce cas de ne pas étudier la partie sur les dépenses. Je suis sûr que vous n'auriez pas manqué d'idées pour réduire le déficit en diminuant certains crédits. Vous nous laissez sur notre faim. Et avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous regrettons ce choix qui prive notre Assemblée d'une de ses missions essentielles, l'examen du budget dans son intégralité. Chers collègues du groupe Les Républicains, n'êtes-vous pas plutôt gênés par le fait que le gouvernement présente un budget dont vous partagez en réalité les grandes orientations ? Bruno Le Maire l'a dit lui-même la semaine dernière, je le cite, « Certains candidats de droite en ont rêvé, nous l'avons fait pendant ce quinquennat. » Et en effet, ce budget est à nouveau marqué par l'entêtement du gouvernement à ménager les plus riches de nos concitoyens comme les grandes entreprises. Le refus de toute remise en cause de la politique de l'offre, même minime, nous le constatons avec le rejet de tous nos amendements en ce sens, à la fois par le gouvernement et par la majorité sénatoriale. Pourtant, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs le constat que font de plus en plus d'économistes et d'instances officielles. L'IPP a montré que la politique du gouvernement a favorisé les 1% les plus riches tout en aggravant les difficultés des 5% les plus pauvres. France Relance a montré que la suppression de l'ISF n'a pas accru l'investissement productif dans notre pays. Et au printemps dernier, Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard
plaidait pour une rallonge de 60 milliards d'euros au plan de relance, dont une partie pour venir en aide aux ménages les plus modestes. Vous le voyez, monsieur le ministre, les alertes se succèdent, mais vous les ignorez encore et toujours. Vous persistez à mettre en œuvre votre politique de l'offre, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte budgétairement, avec l'accroissement du déficit public. Quoi qu'il en coûte socialement, avec l'augmentation des inégalités, la baisse du pouvoir d'achat des Français les plus modestes, mais aussi la menace du retour de l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie. Quoi qu'il en coûte écologiquement, avec un manque évident sur la transition énergétique et le refus d'engager un vrai changement de modèle. Quoi qu'il en coûte démocratiquement. Et les tensions qui existent en France, cette situation de fracture sociale et territoriale, elle nous inquiète. D'autant que le projet de loi de finances pour 2022 n'y répond pas. Nous avons fait de nombreuses propositions, et je pense en particulier à celle de diminuer la TVA à 5,5% pour aider l'ensemble des Français. Sans succès dans ce débat budgétaire. Vos seules mesures pour le pouvoir d'achat sont aujourd'hui le bouclier tarifaire qui consiste à faire payer la facture énergétique à nos concitoyens après la présidentielle, la défiscalisation des pourboires, bon, et pour les plus jeunes, des contrats d'engagement réduits aux acquets. Sans compter que les grandes dépenses sacrifiées depuis 2017 correspondent pour l'essentiel au ministère chargé de la solidarité et de la cohésion territoriale. Oui, il faut veiller à la compétitivité de notre pays, mais elle ne peut pas se résumer à la fiscalité du capital et votre politique reste déséquilibrée. Vous vous obstinez à la reprendre aujourd'hui comme si de rien n'était, alors que le moment reste si incertain et en faisant reposer tout le coût de la crise sur les Français. Nous pensons vraiment que c'est une erreur, que notre nation doit dégager les moyens pour financer ses investissements d'avenir, ses services publics, sa transition écologique, et surtout que notre pays a un grand besoin de justice sociale. C'est pourquoi nous voterons contre cette première partie du budget pour 2022. Merci. La parole est à notre collègue Didier Rambaud pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la majorité sénatoriale qui vient de rejeter l'article d'équilibre nous prive du débat sur la deuxième partie de ce budget. Le manque de courage de celles ou de ceux qui choisissent l'abstention ou le vote contre pour faire échouer ce budget sans avoir à assumer la responsabilité de ce renoncement s'ajoute à l'indignité de la manœuvre de la majorité Les Républicains qui préfère faire campagne plutôt que d'endosser son rôle et de respecter la fonction première du Parlement le débat. Ce genre de manœuvre n'a pourtant rien de nouveau. Je le rappelle, n'oublions pas que vous avez voté avec nous les budgets de crise en 2020 avant de nous expliquer avec aplomb, au moment d'en tirer les conséquences lors de l'examen de la loi de règlement, que le compte n'y était pas. Chaque fois, vous ne pouvez vous résoudre à supprimer les dépenses spécifiques, mais chaque fois, vous refusez d'en assumer les conséquences. Vous nous l'avez démontré mercredi dernier sur l'indemnité inflation. Le président Retailleau avait déposé un amendement supprimant purement et simplement le dispositif du gouvernement. Soit. Mais en séance, la majorité n'a pas assumé cette position. Et vous avez été contraint de retirer l'amendement au profit de celui du rapporteur général et de son dispositif improvisé. Oui, improvisé parce qu'on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires. En revanche, on connaît celles et ceux qui en seront exclus, les travailleurs indépendants, les retraités, les chômeurs, les étudiants boursiers. Ce n'est pas sérieux. Ici, la manœuvre est plus grossière encore. Et notre collègue Pascal Savoldelli l'a très justement rappelé au début de l'examen de ce projet de loi de finances, notamment lorsqu'il a présenté une motion tendant à opposer la question préalable.
Ce n'est un secret pour personne que la majorité a dès le départ souhaité rejeter le texte avant même son examen en séance. Vous auriez pu déposer une question préalable, vous aussi, ce qui, au passage, aurait été plus logique. Vous avez choisi une autre solution, nous faisant examiner la première partie, certes, mais avec un silence ahurissant et un nombre d'amendements de votre groupe insignifiant. On peine à saisir la cohérence de vos choix. Et vous nous proposez de revenir la semaine prochaine avec des débats improvisés sur vos priorités de campagne pour ne pas assumer les conséquences de votre position plutôt que de discuter du budget de l'État. Ce simulacre n'est pas à la hauteur de l'image que nous avons du Parlement et du travail d'un parti de gouvernement. Bien évidemment, nous voterons cette première partie comme nous avons voté l'article d'équilibre. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous arrivons au terme de la première partie de ce budget. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes collectivement prêtés à un exercice bien singulier. Le fait que ce budget soit le dernier du quinquennat n'y est certainement pas totalement étranger. Surtout, nous arrivons au terme d'un suspense insoutenable. Nous allons enfin savoir si la majorité sénatoriale veut, oui ou non, adopter ce budget. En l'occurrence, nous avons assisté à un double discours assez troublant. D'une part, on a entendu tout le mal que certains pensent de ce budget, qu'ils jugent insincère et incomplet. D'autre part, aucune mesure majeure de ce budget n'a été supprimée et rien ne justifie finalement qu'on s'y oppose. Pour ma part, je vois donc 3 bonnes raisons de voter la première partie de ce budget. La première, c'est que le Sénat a adopté tous les articles du budget. Certes, dans la plupart des cas, le Sénat a amendé le texte. Il a tenu à y imprimer sa marque en y taillant, comme à son habitude, et c'est normal, une place plus importante aux collectivités, à nos territoires. Mais justement, comment peut-on, sans sombrer dans une forme de schizophrénie, s'opposer à un texte dont on a voté tous les articles ? La deuxième raison de voter en faveur de la première partie du budget pour 2022, c'est que nous y avons introduit de nombreuses mesures fort intéressantes. Je voudrais ici vous en rappeler quelques-unes. Nous avons créé des contrats d'assurance inclusifs afin de faire avancer le débat sur l'accès des personnes atteintes de maladies chroniques à l'assurance emprunteur. Nous avons baissé le taux de TVA sur le bois afin de structurer la filière et d'envoyer un message clair à tous les acteurs économiques de nos territoires, celui de faire filière. Nous avons voté plusieurs mesures fiscales importantes pour renforcer la résilience de nos installations agricoles, notamment de celles qui exercent sous la forme coopérative pour nos agriculteurs et notamment pour nos viticulteurs. Ces mesures sont autant de signaux positifs que nous leur envoyons, particulièrement après cette année marquée par le gel. Comment, dès lors que nous avons si profondément amélioré le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui, voter contre ? Cela reviendrait pour le Sénat non pas de s'opposer au gouvernement, mais bien finalement de s'opposer à lui-même. La troisième raison de voter la première partie de ce budget ne porte effectivement pas sur la première partie elle-même, mais sur la deuxième. Il serait bien évidemment irresponsable de nous prononcer sur un texte sans mesurer la conséquence d'une telle décision. Or, à très court terme, la première conséquence sera de nous priver de l'examen de la deuxième partie. Or, comme chacun sait, de beaux débats nous attendent en deuxième partie. Je pense évidemment au contrat engagement jeune. Nous avons bien compris, par les positions déjà prises par les uns et les autres, que cette mesure pourrait nourrir de riches débats au sein de notre Haute Assemblée. Je pense aussi à des sujets nettement moins polémiques, mais non moins importants. Et pour cause, la plupart des crédits relatifs aux missions régaliennes de l'État ont été adoptés par notre Commission des finances. C'est le cas pour la justice, pour l'enseignement scolaire, pour l'armée. C'est aussi le cas pour notre mission recherche enseignement supérieur,
que j'ai l'honneur de rapporter avec mon collègue Jean-François Rapin. Sur ce sujet, notre position était claire, puisque les crédits suivent l'évolution prévue par la loi de programmation, puisqu'ils sont en augmentation et en phase avec les immenses enjeux qui se présentent à notre pays, nous avons proposé de les adopter. Sur des sujets plus locaux, enfin, comme la situation des communes forestières, je regrette que le Sénat ne puisse pas participer au débat, très sincèrement, mes chers collègues. En effet, les communes forestières et l'ONF se trouvent dans une situation difficile. L'État a déjà annoncé son soutien par la voie d'un amendement à l'Assemblée nationale qui apportera un support décisif pour nos communes forestières. Sur ce sujet d'importance pour nos collectivités, pour notre ruralité, comme sur tant d'autres, nous gagnerions à poursuivre les débats jusqu'à leur terme. Sincèrement, les enjeux politiciens n'aident en rien. Pour ces 3 raisons, le groupe Les Indépendants estime que le Sénat aurait dû voter l'article d'équilibre qui tire les conséquences de nos arbitrages et nous voterons en tout état de cause la première partie de ce budget pour 2022. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais commencer par saluer aussi bien le président de la Commission des Finances que notre rapporteur général. Et je voudrais faire une explication de vote la plus précise possible après les différentes interventions que j'ai pu entendre. Bien sûr, l'acte que nous allons poser dans quelques instants est un acte solennel, c'est un acte grave et c'est un acte rare. Nos commissions ont méticuleusement examiné l'ensemble du budget, dépenses et recettes, l'ensemble. Mais nous avons déjà examiné en hémicycle la partie des recettes, mais nous n'irons pas plus loin, Monsieur le Ministre. Nous n'irons pas plus loin parce que vous êtes allés trop loin avec votre gouvernement. Un budget, mes chers collègues, ce n'est pas que des chiffres alignés dans des colonnes. Un budget, ce sont des choix, c'est une politique. Et vos choix, les choix que porte ce budget, sont de mauvais choix. Et je m'en explique. Parce qu'un budget, normalement, c'est un budget qui doit préparer l'avenir. Alors que là, vous sacrifiez le long terme au court terme, l'avenir au présent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, par cet acte très rare, poser un acte politique, parce que je pense que ce n'est pas à la technique budgétaire de tenir la politique. C'est à la politique, au sens qu'on donne à notre action, de tenir la technique. Et nous avons voulu, oui, sortir, pour une fois, du train-train budgétaire pour affirmer un certain nombre de vérités. Le vote auquel nous allons procéder aujourd'hui, c'est un signal d'alerte, un signal d'alarme qui ne vous est pas destiné, qui est destiné à nos compatriotes, aux Français, pour que tous les Français sachent que la situation n'est pas celle que vous leur présentez. Vous avez parlé de malice il y a quelques instants, Monsieur le Ministre. Franchement, la fin du quoi qu'il en coûte, ça n'est pas une malice, c'est une grosse blague. Ce que nous visons, nous, ça n'est pas les dépenses qu'a nécessité le traitement des conséquences de la crise. Nous avons, ça a été rappelé, bien sûr, voté les différentes lois rectificatives. Ça n'est pas ça, c'est cette folie dépensière qui prend appui sur la crise, mais qui n'a rien à voir. Le rapporteur général nous le rappelait il y a quelques instants avec cette crise. Mais alors, rien à voir. Ce que nous visons, c'est, sur les 3 dernières années, une dérive de 100 milliards d'euros de dépenses ordinaires, comme dit la Cour des comptes, pas de dépenses Covid. Le record, mes chers collègues, le record depuis 15 ans. Ce que nous vivons et ce que nous visons aussi, c'est l'accumulation des déficits sociaux, mais aussi budgétaires, sans précédent, du jamais vu, qui est en train de gonfler notre endettement et qui est en train de faire, mes chers collègues, oui, de faire de la France, demain, un risque systémique de l'Europe. Parce qu'un jour, avec l'inflation, en Allemagne notamment, oui, un jour, les taux vont remonter. Et alors, ce sera la catastrophe. Eh bien, nous, solennellement, nous voulons aujourd'hui avertir nos compatriotes. Ce que nous visons aussi, ce sont les 42 annonces depuis cet été, les 25 milliards d'euros dans ces annonces, c'est-à-dire 400 millions d'euros par jour depuis le mois de septembre, annoncés par votre gouvernement. Alors certes, Noël est à quelques encablures, mais les Français ne sont pas les ravis de la crèche. Et nous ne voulons pas non plus qu'ils soient les dindons de la farce. Monsieur le ministre,
Le budget que vous défendez est indéfendable parce que c'est un budget de campagne, oui, de campagne électorale. La campagne électorale la plus chère de la Ve République. Et si je devais résumer par une seule formule notre position, je citerai Balzac. Oui, Balzac, cité dans un débat budgétaire. Aucune génération n'a le droit d'en amoindrir une autre. C'est ce que vous faites précisément. Et le sabotage, mon cher collègue, il est là. Le sabotage du futur, le sabotage de l'avenir et des futures générations. Voilà un président de la République qui nous avait tout promis, qu'il allait tout réformer, tout changer, qui a tout continué, qui n'a que si peu réformé. Il est le seul depuis 30 ans à n'avoir pas assumé une vraie réforme des retraites. Voilà un président de la République qui nous avait promis au pays une cure de jouvence, un monde nouveau et qui utilise les plus vieilles ficelles de la classe politique depuis 40 ans. Toujours plus de dépenses publiques. Un problème de la dépense publique. Mais si c'est la dépense publique qui devait mesurer la qualité et l'efficacité des politiques publiques, mais alors la France serait à l'avant-garde, mes chers collègues, du bonheur universel, bien sûr. Et enfin, voilà un président de la République qui aura concentré entre ses mains tant de pouvoir. Sous ce quinquennat, jamais le Parlement n'aura été aussi affaibli. 125 amendements budgétaires du gouvernement, notamment en première lecture à l'Assemblée nationale. Eh bien, tant de pouvoir pour quel résultat ? Dernier pour les dépenses budgétaires, les dépenses publiques, dernier pour les prélèvements obligatoires, dernier pour le déficit notamment commercial. Bien sûr, du mieux sur une croissance qui est un rattrapage. Voilà, pour reprendre le titre d'un livre célèbre du philosophe français Marcel Gauchet, je ne pense pas malheureusement que pendant ce quinquennat, Emmanuel Macron aura remédié en quoi que ce soit au malheur français. Merci. La parole est à notre collègue Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Je voudrais, au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoire, exprimer notre profond regret du simulacre de discussion auquel nous avons assisté ces 2 derniers jours. C'était vraiment le TGV. 16 amendements, LR ou rattachés LR, aucune réaction, aucun avis sur rien, compte, un désert de dialogue et de discussion. Alors oui, et je trouve qu'effectivement, le président Retailleau, l'acte est grave. Il est grave car il affaiblit la démocratie. Et tout à l'heure, l'amendement où chacun essaye de se rejeter la faute était pas aussi, je crois, à l'honneur des débats parlementaires. Pourtant, je crois que ce qu'on peut dire et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des recettes, il y a une grande cohérence entre vos positions. D'abord, vous êtes ensemble effrayés et vous êtes en addiction avec les baisses d'impôts. Ça, c'est votre addiction commune. Vous rejetez les dépenses publiques de solidarité. Ça aussi, cela vous caractérise ensemble. Vous refusez ensemble le respect des accords de Paris. Et d'ailleurs, moi, je voudrais adresser un message de sympathie envers le rapporteur général parce que lui, il était là. Chaque amendement, il a exprimé les choses les unes après les autres, défavorables, aux amendements de la gauche, puisqu'il n'y avait quasiment que cela, à part Lucet, que je salue. Il a fait le travail et finalement, Monsieur le ministre disait « même avis ». Voilà, c'était un petit peu ça, c'est quelques heures de travail commun. Et cette addiction commune aux baisses d'impôts, ce rejet finalement de se donner les moyens par des recettes nouvelles de répondre aux enjeux de la crise, il vous est commun. Il vous
est commun. Mais ensemble, vous préparez l'austérité à venir, car vous êtes tellement également en accord sur le rejet des dépenses publiques. Alors, moi, je vous pose la question, pourquoi n'approuvez-vous pas les recettes? Vous êtes en accord et ne rejetteriez-vous pas les dépenses pour que nous puissions voir effectivement là où vous comptez couper dans les dépenses publiques, là où il faudrait ne pas répondre à telle ou telle interrogation, demande de la population. Ça aurait été quand même un petit peu plus clair que nous puissions poursuivre ce débat. Car oui, l'austérité à venir que vous nous préparez, si vous êtes élus les uns et les autres, sera bien dure pour les Françaises et les Français. Et je pense notamment à la réforme des retraites que M. Le Maire, dans son passage éclair, nous a annoncé comme certaine en cas de réélection. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires fera un vote de cohérence avec ses convictions. Nous voterons contre ces recettes. Pourquoi ? Parce que nous pensons essentiel de réhabiliter l'impôt, mais l'impôt juste. Un budget où l'on lutterait vraiment contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Un budget où les ménages modestes contribueraient moins en proportion que les ménages aisés. Et oui, nous voulons aussi réhabiliter la dépense publique, mais la dépense publique utile, pas ces dépenses publiques d'aide aux entreprises où on arrose le sable et où on ne demande aucune conditionnalité. Oh non, jamais aucune conditionnalité. Vous êtes toujours bien prompt à vouloir un ciblage très précis et des conditionnalités là vraiment très précises et pointues dès qu'il s'agit de donner une aide aux plus en difficulté. Mais alors par contre, là sur l'aide aux entreprises, il n'y a pas de problème. Et encore une de vos ressemblances. Voilà la raison pour laquelle, en cohérence, c'est un vote de cohérence, nous voterons contre ce budget. Je voudrais terminer par une conclusion sur la question du travail. Nous avons vu, Monsieur le ministre Le Maire, passer encore, je sais pas, 1 heure avec nous. Je voudrais remercier le ministre Dussopt qui, lui, est constant, présent, et qui nous a dit le travail, le travail, le travail. Mais ce que j'observe, moi, dans ce budget, c'est qu'on taxe beaucoup plus le travail que le capital et qu'on se refuse à voir la réalité en face, c'est qu'il faut une vaste réforme fiscale pour la justice dans notre pays, pour financer la solidarité et la transition écologique. Merci. La parole est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Je mets les lunettes parce que... Ah oui, on peut enlever ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avions proposé d'éviter un faux débat avec le dépôt de notre question préalable. C'était pourtant un appel à un vote sanction. Vote sanction que vous vous apprêtez finalement à prononcer aujourd'hui. Et vous voilà, mes chers collègues les Républicains, à essayer de faire la démonstration d'un simulacre d'alternative alors que vous avez toujours voté les projets de loi de finances soumis par ce gouvernement. La majorité sénatoriale parle d'insincérité politique. C'est quand même difficilement crédible quand, dans le même temps, elle imagine à la hâte un dispositif en soutien au pouvoir d'achat qui ne concerne plus que 6,1 millions de nos concitoyens, alors qu'il y en avait un autre qui en concernait 36 millions. Le même groupe qui ignore le non-recours à leurs droits de près d'un tiers des ayants droit à la prime d'activité. Le même groupe qui, idem, ignore les minima sociaux. Le même groupe qui va au secours du gouvernement en lui trouvant une économie de 1,7 à 2,1 milliards pour économiser le ruissellement du pouvoir d'achat en faveur des plus modestes. Ce budget est effectivement incomplet et insincère politiquement. Incomplet parce qu'il fut ponctué quand même, Monsieur le Ministre, entre l'Assemblée ici, une affluence d'amendements gouvernementaux, pas moins de 149, sans compter les passerelles auxquelles nous avons assisté de consensus avec la majorité sénatoriale.
En témoignent les faits d'annonce d'un plan d'investissement de 34 milliards sans aucune garantie démocratique. Le dogme libéral irrigue la moindre ligne budgétaire de ce budget. Pour cette seule première partie dont il est objet ici, vous nous présentez les avantages fiscaux pour les transmissions d'entreprises, les avantages fiscaux pour la cession de titres ou d'entreprises, les avantages fiscaux pour les grands propriétaires agricoles, rien pour les petits propriétaires agricoles, des avantages fiscaux à tout va visant à éroder la moindre des impositions pour à terme la supprimer. Cette partie recette a une fois de plus été l'occasion de discuter des dépenses. Alors, évidemment, un silence qu'on a pu observer de la majorité de la droite, mais alors là, à grand bruit, le président Retailleau, tout à l'heure, a utilisé la fonction tribunicienne. Eh bien, vous savez pourquoi on en est là? Parce que le régime présidentialiste est en accélération électoraliste. Il instrumentalise et disqualifie tout débat budgétaire de qualité au Sénat. Il aura fallu moins d'une journée de débat pour aboutir à un texte finalement dérisoire par rapport à des désaccords supposés et revendiqués entre la droite et entre la droite et le gouvernement. Autant dire que notre institution a été prise dans un étau qui ne fait pas grandir la démocratie représentative. Cette triste prestation ne manquera pas d'alimenter les constats de l'écrivain Bruno Le Maire, qui souhaite, je le cite, et c'est grave, limiter les compétences du Sénat en matière budgétaire à des observations et à une approbation finale et non plus à une lecture complète. En d'autres termes, réduire le Sénat à un rôle de consultant sans pouvoir de proposition et l'obliger d'observer la politique du gouvernement. La seule proposition claire aurait été, comme le groupe communiste républicain citoyen et écologiste l'a fait, d'utiliser les outils institutionnels à notre disposition pour rejeter en bloc le projet de loi de finances pour l'année qui vient. Notre groupe n'a pas été démenti sur le niveau en trompe-l'œil de la croissance, monsieur le ministre. Notre groupe n'a pas été contredit lorsque j'affirmais que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté depuis le début de notre quinquennat. Notre groupe pourrait reprendre à son compte cet extrait du rapport des comptes sur les finances locales qui résume bien ce qui se passe depuis 2017, mais aussi aujourd'hui. Je le cite. Tous les niveaux de collectivité voient leur panier fiscal profondément modifié sans que les objectifs ayant guidé des réformes ne soient toujours atteints. Nous souhaitions supprimer le prélèvement forfaitaire unique, abaissant substantiellement la fiscalité des dividendes, ou encore, et c'était attendu, de rétablir l'ISF, symbole de justice fiscale et sociale. Et à quelques jours de la COP26, ce budget reconduit des niches fiscales coûteuses et nocives, ignorant ainsi l'urgence de réduction de nos émissions de CO2. Vous faites souvent appel, en ce qui concerne particulièrement les élus du groupe communiste citoyen écologiste. Vous nous dites souvent « esprit de responsabilité », chers collègues, « esprit de responsabilité », comme si ça appartenait à un camp. Eh bien, je vous le dis, moi, être en responsabilité, c'est savoir dire non. Être sincère, c'est d'avoir déposé la question préalable. Notre rejet est de gauche et il est aussi responsable que sincère. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le groupe Union centriste a abordé la discussion de ce projet de loi de finances pour 2022 avec l'intention d'en examiner les deux volets. Les recettes, dans un premier temps de la discussion qui s'achève aujourd'hui, mais également les dépenses, lesquelles concentrent la moelle essentielle de ce projet de budget. Nous exerçons, en tant que parlementaires, un rôle central pour le consentement démocratique à l'impôt, mais aussi, de manière pour ainsi dire symétrique, un rôle cardinal d'autorisation, de contrôle et, de manière certes plus limitée, de détermination des dépenses de l'État. Il nous apparaît difficile de dissocier ces deux missions dès lors que l'objet premier des recettes que nous avons examinées depuis jeudi dernier réside dans le financement de la dépense dont nous aurions dû débattre à compter de demain. Par cohérence, nous aurions donc souhaité aller au bout de cet ultime marathon budgétaire de la mandature. Dernier du quinquennat, ce budget est aussi celui qui signe la sortie de la crise sanitaire
et le parachèvement de la relance économique. Compte tenu de l'état de délabrement de nos finances publiques, tantôt lié à la nécessaire réponse de l'État à l'épidémie de Covid-19, tantôt, il faut bien le dire, à un certain laisser-aller budgétaire de type préélectoral, notre groupe avait entamé l'examen du budget avec le souci de défendre une ligne budgétaire vertueuse. Côté fiscal, nous vous avons proposé, dans le sillage de ce qu'avait proposé le précédent rapporteur général de la Commission des finances, Albéric de Montgolfier, mais avec cette fois-ci un effet immédiat, de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintroduire dans l'assiette fiscale de l'IFI le patrimoine polluant dit luxueux et ainsi de respecter les engagements environnementaux pris lors des accords de Paris. La taxation des voitures, yachts et autres avions est un enjeu écologique avant d'être un enjeu financier et les imperfections de l'IFI mériteraient d'être gommées. En fait de convergence entre efficacité fiscale et préoccupation environnementale, nous saluons la création, à l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, d'un suramortissement pour l'acquisition d'avions peu polluants. De même, nous nous réjouissons de l'adoption d'un mécanisme anti-abus renforcé de lutte contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes qui nous auraient fait perdre en 20 ans au moins 33 milliards d'euros de recettes fiscales. Cette proposition, formulée au sein de notre groupe par Nathalie Goulet, le fut aussi par d'autres, preuve de la capacité du Sénat à transcender les clivages de manière intelligente et sereine. Je tiens ici à insister sur la qualité et la pondération des débats que nous avons eus, dans une atmosphère toujours courtoise, que traduisent bien les avancées obtenues par le Sénat au travers d'amendements émanant de tous les bancs de l'hémicycle. L'examen de la première partie de ce projet de loi de finances a permis à notre groupe de récolter une jolie moisson avec plus du quart des amendements adoptés. Outre ceux sur l'IFI et la fraude à l'arbitrage de dividendes, nous nous félicitons des amendements peu dispendieux mais fort utiles adoptés à l'initiative des membres du groupe Union centriste en faveur des services à la personne, des veuves d'anciens combattants, des agriculteurs, des doctorants ou encore de la filière bois. J'ai ici à l'esprit les amendements de mes collègues Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin, Pierre Louault, Laurent Lafont ou encore Michel Canevet. Une autre satisfaction pour nous a été de voir adopter des mesures en faveur des collectivités territoriales et de leurs élus à travers des amendements déposés par nos membres de la Commission des finances, notamment Bernard Delcros, Hervé Moret, Jean-Michel Arnaud, Vincent Delahaye, Jean-Marie Mison et moi-même, qui me félicite tout particulièrement de l'augmentation de la dotation élue locale. Nos regrets quant à l'arrêt prématuré de la discussion sont d'autant plus grands que nous avions, côté budgétaire, des propositions à vous faire. Malheureusement, le débat semble devoir s'arrêter là. Dans ces conditions, malgré les améliorations évoquées, les membres du groupe Union centriste, dans leur unanimité, ne prendront pas part au vote de la première partie. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Je vais donner la parole maintenant au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Eh bien, le groupe RDSE va voter les recettes. Ce n'est pas donner un quitus au gouvernement, ni approuver la dette colossale qui se creuse. Mais nous souhaitons avoir un débat, examiner les dépenses de seconde partie et ensuite voter éventuellement contre le budget s'il ne nous convient pas. Alors, je vais dire que c'était un budget électoral. C'est vrai qu'il est électoral. Mais entre nous, nous ne sommes pas les perdreaux de l'année. On a
On a vu des budgets, comme disait le président Carucci, de gauche et de droite. On en a vu. Et je n'ai jamais vu des mesures impopulaires votées à la veille d'élections. C'est reporté tout le temps en début de mandat. D'ailleurs, comme disait Clemenceau, on ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et, Monsieur le Président, après la chasse. Donc, une coalition de circonstances va faire arrêter le débat entre d'un côté ceux qui sont pour la dépense publique, pour l'impôt. Alain Bocquet a dit qu'il fallait actionner Éric Bocquet a dit qu'il fallait actionner le levier fiscal pour en particulier taxer les plus riches. Et de l'autre côté, ceux qui sont donc pour la réduction des dépenses, on ne sait pas trop encore lesquels, et surtout pas de taxes et d'impôts lourds. Tout ça pour dire que le budget risque donc d'être arrêté et nous sommes pour la poursuite de l'examen pour 3 raisons. La première, c'est pour le respect dû à ceux qui ont travaillé à ce budget, pour les sénateurs, pour les rapporteurs, pour toutes les auditions, pour les collaborateurs de groupe qui ont fait des notes, qui ont préparé le travail qui devait arriver cette semaine. Donc pour eux, ça mériterait que ce travail soit mis sur la place publique. Deuxième chose, c'est le fait qu'on puisse discuter du budget en séance. La séance est le cœur du Sénat, c'est ici que se prennent les décisions. Et on peut prendre un texte, on peut le modifier, on peut l'amender, on peut le modérer, on peut le réécrire. Donc c'est le pouvoir d'amendement que nous avons, même si on sait très bien que dans un régime de bicamérisme inégal, eh bien, c'est l'Assemblée qui l'emporte, mais on peut au moins, à travers nos amendements, faire remonter les besoins des territoires et faire remonter donc ce que nous demandent nos concitoyens. Troisième raison, c'est la défense du Sénat et du bicaméralisme. Le Sénat, c'est que notre groupe est très attaché au bicamérisme. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, chaque fois qu'on a eu une Assemblée unique, on a eu un régime autoritaire. Pensez à la Convention avec la terreur. Pensez à la Seconde République avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc nous sommes pour le seconde chambre qui modère, qui tempère donc les excès quelquefois ou les précipitations de la première. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas dans ce sens. Je pense que nous nous tirons une balle dans le pied, car beaucoup de nos compatriotes vont se dire, mais à quoi sert le Sénat, puisque le budget va être voté quand même, et après tout, il faut le réformer, peut-être lui enlever les pouvoirs, ou même le supprimer. C'est la raison pour laquelle nous pensions qu'il aurait été plus judicieux de continuer la discussion, avec la grande liberté et diversité qui nous caractérise. En tout cas, c'est ce que nous souhaitions au groupe, et je conclurai ces quelques observations par paraphraser une citation du Canard enchaîné sur la liberté de la presse, et je dirais que le bicamérisme ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous vouliez... Merci, merci Monsieur le Président. Avant que le Sénat se prononce et au vu des explications de vote qui viennent d'être délivrées par les orateurs des différents groupes, les présidents des différents groupes, vous imaginez que le représentant du gouvernement que je suis devine le sort qui est réservé à la première partie du Sénat. Ceci étant, et avant que le Sénat ait s'exprimer souverainement, je voudrais simplement vous dire 2 mots. Le premier est un mot de regret car évidemment, j'aurais préféré, à la fois parce que vous savez que je prends plutôt du plaisir à débattre avec vous, j'aurais préféré continuer le débat sur la seconde partie du projet de loi de finances et ainsi évoquer les dépenses. Et comme l'a dit à l'instant le président Requier, j'aurais entendu avec beaucoup d'intérêt les propositions tant de celles et ceux qui veulent améliorer les politiques publiques, de celles et ceux qui proposent des réductions de dépenses de manière à pouvoir éclairer
à travers la représentation nationale, l'opinion publique sur la réalité des dépenses qui seraient ainsi coupées. Je le regrette car je regrette aussi car je trouve que cette séance, même si elle a un caractère solennel qui lui sied, c'est un vote de première partie, c'est un vote important, et je l'ai dit tout à l'heure, moins sereine peut-être, en tout cas plus théâtrale que les débats que nous avons pu avoir, à la fois sur ce PLF, mais aussi sur les différents textes financiers que nous avons examinés ensemble au cours du quinquennat. C'est aussi une forme d'incompréhension que je ne veux pas cacher aux sénateurs. Et là aussi, il me pardonnera, je ne veux pas lui nuire, mais les mots du président Requier sonnent particulièrement justes sur l'intérêt qu'il y a pour une assemblée parlementaire à légiférer, l'intérêt qu'il y a à porter des contre-propositions et l'intérêt qu'il y a, je vais au bout de ma logique, à battre le gouvernement et à faire une proposition totalement alternative à celle que nous portons. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été adoptées par votre Assemblée. Je pense à la DETR pour l'incendie, je pense à la question des contrats d'assurance, je pense à la compensation de la CVAE, je pense aussi à ce qui a été voté en matière d'avancement de FCTVA que j'ai évoqué tout à l'heure. Et j'ai le regret de dire à l'ensemble des sénateurs qui s'apprêtent à voter contre cette première partie que si parfois il est difficile pour le Sénat de faire valoir sa voix et ses positions face à l'Assemblée nationale, cette fois-ci, ces positions ne seront pas portées. Elles ne seront pas portées puisque la page qui sera ainsi retournée à l'Assemblée est blanche et l'Assemblée nationale se saisira uniquement du projet de loi de finances qu'elle a elle-même adopté à l'occasion de la première partie, sans que les apports de votre Assemblée puissent être intégrés à quelque discussion que ce soit. Enfin, je voudrais dire une dernière chose plutôt à l'attention du président Retailleau. Le président Retailleau, Monsieur le Président, vous avez cité Balzac. Et au-delà du désaccord profond qui nous oppose aujourd'hui, nous avons finalement cet auteur en partage. Mon ouvrage préféré étant Le Colonel Chabert, mais peut-être que nous ferons un comparatif de nos goûts en matière d'œuvres de Balzac une autre fois. Mais dans La recherche de l'absolu, Balzac dit que les hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leur combat et à ne se présenter que comme victorieux. Et je crois qu'à la fin de cette séance, peut-être que cela s'impose. Merci. Monsieur le rapporteur général, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais maintenant, mes chers collègues, mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2022. Je rappelle que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et à l'article 47 bis alinéa 2 de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Au terme de l'article 59 de notre règlement, le scrutin public est de droit. Il vient donc être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, procéder à ce scrutin public. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin qui porte le numéro 49, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées par la présidence. Nombre de votants 290, nombre de suffrages exprimés 289. Pour l'adoption 52, contre 237, le Sénat n'a pas adopté. En conséquence, mes chers collègues, en application de l'article 42 de la loi organique du 1er août 2001, relative aux lois de finances et de l'article 47 bis de notre règlement, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.